docteur Palazzolo pour ce rendez-vous. Je vous invite, messieurs, à nous retrouver. Bonjour. 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 Très heureux. Bonjour Alexandre. Bienvenue à tous les deux. Merci pour votre venue, pour cette conférence qui a été initiée au départ par Monsieur Alexandre Sanchez. Et ça fait plaisir de pouvoir réunir le docteur Palazzolo qui était déjà intervenu auparavant et de grande qualité. Merci, merci à vous et je vous laisse peut-être débuter cette conférence. On a prévu un petit sondage. Vous me direz peut-être à quel moment vous voudrez qu'on le lance, Eric. Je reste à votre disposition, bien sûr, pour ces sondages. Merci Alexandre. Bonjour à tous nos Happynotes. D'abord, je voudrais remercier Alexandre parce qu'il est toujours aussi bon comme animateur, puisque vous avez vu que la musique qu'il vous a fait écouter, il a tout compris, je pense, au thème de la conférence avec le docteur Jérôme Palazzolo, les petites choses du quotidien qui font du bien et qui permettent de s'extraire un peu du climat anxiogène un peu général. Je voudrais rectifier une petite chose et saluer une part importante de l'humanité que sont les femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas la fête de la femme. J'espère que les femmes sont fêtées comme il se doit, avec respect et affection tous les jours. La journée internationale des droits de la femme. Et puis, je voudrais rappeler quand même que nous, les garçons, puisqu'on est 3 garçons autour de cette table virtuelle, on leur doit une très belle chose, c'est de naître à la vie. Voilà, il ne faut pas oublier que si on est là, c'est aussi quelque part qu'il y avait une femme qui a donné naissance à nous-mêmes. Donc, c'est très important de rappeler, voilà, mais c'est la journée internationale des droits des femmes. Simplement, un petit préambule, donc AG2R La Mondiale, maintenant vous nous connaissez bien, vous savez qu'on soutient et on participe aux côtés d'Apivisio à un certain nombre de conférences et d'actions qui permettent d'essaimer un peu des connaissances utiles, en tout cas qu'on espère utiles à toute la communauté des Happynotes. C'est très important. Alors, ce choix de la conférence qu'on avait évoqué avec le docteur Palazzolo, il tombait très bien en sortant de pandémie. Voilà, et on n'avait pas anticipé qu'effectivement, on allait rentrer dans une période peut-être encore plus anxiogène, complexe, voire incertaine. On trouvait intéressant de se dire entre nous et avec vous de façon très, très tranquille. Et du coup, moi, on fera appel avec le docteur Palazzolo à vos astuces du quotidien, à vos anecdotes, à vos questionnements. Voilà, chacun, vous avez vu dans la palette d'outils que vous avez à disposition, peut-être trouver des astuces pour passer ces périodes-là le plus tranquillement, le plus paisiblement possible. Donc, c'est important. C'est important également de rappeler que AG2R La Mondiale mène au quotidien donc, des actions de proximité à travers ces villages bien-être, ces journées bien-être, la caravane santé solidarité. Ce qui caractérise toutes ces actions, c'est la question du lien, des liens et du faire ensemble. Voilà, c'est pas simplement proposer des connaissances théoriques, mais c'est de les mettre en pratique dans le quotidien, d'apporter des clés dans votre quotidien pour vous permettre on va dire, d'œuvrer au mieux de vos possibilités, d'exercer tous vos potentiels tout au long de la vie, d'être, je ne vais pas dire la meilleure version de vous-même chaque jour, mais en tout cas, sans se mettre de pression, d'arriver tranquillement et régulièrement à pouvoir faire des choses qui vous semblent utiles pour vous et pour les autres, qui vous font du bien, qui font du bien aux autres, et puis de se rappeler qu'on est une communauté d'humains qui est reliée les uns avec les autres et les unes avec les autres, et il est fondamental de rester sur ces sujets. Moi, je voulais démarrer une première question pour laisser Jérôme introduire le sujet. C'est vraiment tous ces événements, tous ces épisodes anxiogènes, on a connu par le passé les attentats, etc. Donc, qu'est-ce que ça produit? Moi, je me suis posé tout de suite la question, qu'est-ce que ça produit dans notre organisme, dans notre cerveau? Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des effets cumulatifs? Voilà, c'est vraiment arrivé avec le docteur Palazzo et sa science pointue, savoir un peu tout ce que ça fait sur nos organismes. C'est déjà le début de la connaissance. Voilà, Jérôme. Bien, merci Eric pour cette introduction et merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Alors effectivement, par rapport à ce que vous évoquez, et déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Alors déjà, j'aurais tendance à dire, il se passe beaucoup de choses au niveau du cerveau et effectivement, l'actualité fait que au niveau de l'anxiété, on est pas mal sollicité en ce moment. Alors c'est vrai que moi, je suis médecin psychiatre à Nice et que tous les jours, je reçois des patients en consultation qui sont
plus ou moins anxieux par rapport à la situation environnementale. Et c'est une réaction, alors il faut le dire déjà, qui est totalement normale. Hein. Je dis ça pour nos internautes, surtout si vous vous sentez anxieux par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose de tout à fait normal. N'allez pas obligatoirement consulter un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute à cause de ça. L'anxiété, c'est une émotion qui est une émotion primaire, c'est-à-dire que c'est une émotion qui vise à nous préserver. Si nous n'étions pas anxieux, mais il y a longtemps que l'espèce humaine serait complètement détruite. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas anxieux, vous allez traverser l'autoroute, vous allez sauter du 4e étage pour aller plus vite, et quelque part, c'est quelque chose qui nous permet de nous préserver. Là où ça pose problème, c'est quand cette anxiété, qui je le répète est une émotion normale, commence à déborder certaines limites. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, quand cette anxiété commence, pour parler un peu vulgairement, à nous pourrir la vie. C'est-à-dire que si cette anxiété est présente en continu sur la journée, si cette anxiété commence à être associée avec ce qu'on appelle un cortège somatique, c'est-à-dire des tas de symptômes qui nous font nous sentir mal, le cœur qui bat vite, la respiration qui s'accélère, la perte de la concentration, la perte du sommeil, etc. Là, cette anxiété commence à devenir pathologique. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui se passe normalement quand on est anxieux? Et actuellement, quels sont les processus qui sont plutôt stimulés? En fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans l'anxiété. Déjà, dans un premier temps, il y a la notion de perception environnementale. C'est-à-dire que, comme dirait un célèbre philosophe, Jean-Claude Van Damme en particulier, on se retrouve, lorsqu'on est anxieux, on se retrouve aware, c'est-à-dire qu'on est hyper vigilant par rapport à l'environnement. Et nous avons sur le côté ici deux petites structures qui s'appellent les amygdales temporales. Alors, ce pas les amygdales qui sont là, hein, les amygdales qui sont là. Et ces amygdales temporales, en fait, sont le siège des émotions. Alors, normalement, ces amygdales temporales vont être actives lorsqu'on se retrouve dans certaines circonstances. Si vous traversez et que vous avez une voiture qui vous fonce dessus, c'est normal que vous soyez dans cette hypervigilance et c'est normal que vous réagissiez immédiatement. Le problème, c'est quand ces amygdales temporales commencent à être trop sollicitées. Et souvent, un petit peu pour résumer les choses, on va considérer que les amygdales temporales sont un peu l'alarme de la maison. Votre alarme, c'est normal qu'elle se déclenche s'il y a intrusion. Maintenant, ce n'est pas normal qu'elle se déclenche s'il y a une mouche qui vole. Là, le problème, c'est que cet effet cumulatif que vous évoquiez, Eric, fait que chez certaines personnes, ces amygdales temporales vont commencer à envoyer des messages qui ne sont pas souhaités. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que dans certains cas, on peut même se retrouver dans des états qui sont des états pathologiques, qu'on appelle des états de stress post-traumatique. Et dans ce cadre-là, l'état de stress post-traumatique fait que un petit événement, une odeur, un bruit va nous renvoyer à quelque chose d'anxiogène. Alors, par exemple, on le voit là, actuellement en Ukraine, mais des personnes qui ont connu la guerre, par exemple, lors du 14 juillet, quand il y a des feux d'artifice, ou par exemple, nous à Nice, tous les jours à midi, il y a un canon qui tonne sur le port pour dire que c'est midi. Des personnes qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des explosions, vont se retrouver à ce moment-là dans un état d'anxiété majeure. Donc ça, ce sont des pathologies qui nécessitent la prise en charge spécifique par un spécialiste et un traitement. Donc ça, on pourra y revenir, mais on va l'écarter un petit peu, parce que heureusement, ça ne concerne pas tout le monde. Par contre, l'actualité fait que on est tous aujourd'hui avec un certain niveau d'anxiété qui n'est pas le niveau d'anxiété qu'on a habituellement. Quand on allume la télé et qu'on voit que Poutine dit je peux appuyer sur un bouton et faire exploser la totalité de l'Europe, effectivement, on a de quoi être un peu anxieux ces derniers temps. Voilà un peu ce qu'on peut dire en introduction par rapport à l'ambiance générale et par rapport à cette anxiété qu'on peut ressentir, et je le répète, qui est tout à fait normale au vu des circonstances. Par rapport à ça, donc Jérôme, vous avez insisté sur l'effet cumulatif donc, et l'effet général et particulier de ces événements qu'on subit tous actuellement. La première question que je vous poserai, c'est vraiment quels sont les comportements à éviter. C'est vrai qu'on entend souvent parler de prendre du recul vis-à-vis de
des chaînes d'information continue, ne pas ressasser ses pensées ou ne pas ruminer, ne pas anticiper peut-être de façon un peu négative tout ce qui pourrait arriver, parce que sinon on ne va pas forcément s'en sortir de façon tranquille et apaisée. Voilà, mais comment vous pouvez, vous, de façon plus scientifique que ce que j'évoque là, en amateur éclairé, on va dire, expliquer quels sont vraiment les comportements à éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi. Et peut-être après, Alexandre, si on peut retrouver dans le chat, peut-être qu'on aura des astuces et apinotes qui sont personnalisées et qui sont des astuces qui leur conviennent, hein, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Voilà, Jérôme. Bien sûr. Alors oui, c'est pas du tout des raisonnements non éclairés ou éclairés, mais je pense que effectivement, la première chose, c'est effectivement d'éviter d'être en continu sur ces chaînes d'infos qui diffusent de l'information en fait quasiment immédiate. C'est-à-dire que le problème, c'est que on ne fonctionne plus sur un mode de pensée qui est un mode de pensée cohérent, cognitif, avec une prise de distance, une prise de recul, mais on fonctionne essentiellement dans ce cadre-là sur un mode émotionnel. C'est-à-dire que c'est de la réaction à chaud. Et on le voit, moi je regarde pas trop les chaînes d'infos en continu, par contre il m'arrive de regarder le zapping, et au niveau du zapping, ben, on voit qu'il y a des commentaires qui sont faits dans l'immédiateté, et 1 heure plus tard, on va dire tout et son contraire, et c'est ça qui pose, je pense, pas mal de problèmes actuellement au niveau de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on est tellement collé à l'actualité qu'on est uniquement dans un raisonnement émotionnel. Alors ensuite, il y a un élément aussi qui est important, là c'est vraiment au niveau du mode de fonctionnement que nous avons, il y a un mode de fonctionnement qu'on appelle la dynamique d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on fonctionne tous selon un certain mode d'apprentissage. Il y a plusieurs modes d'apprentissage, on ne va pas tous les développer ici, mais il y a un mode d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage social. Et l'apprentissage social, ben, c'est tout simple, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui a un certain type de comportement, ben vous aurez naturellement tendance à reproduire un petit peu ce comportement. C'est-à-dire que si vous discutez avec votre voisin et que vous n'êtes pas spécialement anxieux, ben vous allez le voir, lui, qui est très angoissé, qui va vous dire, oh là là, mais il faut vite aller acheter des pâtes, il faut vite aller acheter du papier toilette, il faut vite acheter des comprimés d'iode, etc. Et ben vous allez faire pareil. Vous aurez tendance à avoir cette dynamique-là. Donc, il faut quand même se méfier de ça. C'est-à-dire que concrètement, la peur est quand même une des problématiques qui est les plus contagieuses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez des personnes qui sont anxieuses, vous voyez des informations qui sont anxiogènes, automatiquement, votre niveau d'angoisse va se majorer. Donc effectivement, premier conseil, alors ça ne veut pas dire qu'il faut complètement être dans le déni, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais simplement voilà, d'éviter d'être sur des chaînes d'infos en continu, minute par minute, parce que ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est majorer cette anxiété. Deuxième conseil, peut-être être dans une dynamique qu'on appelle une dynamique proactive, c'est-à-dire plutôt que de subir des informations et ce flux d'infos qui nous vient en continu, être dans quelque chose d'actif, alors pas actif au sens anxiogène du terme, mais au contraire peut-être essayer de se recentrer sur des activités plaisantes, sur des activités que vous aimez faire. C'est-à-dire que quelque part, l'objectif, c'est d'essayer de vous donner un programme quotidien d'activités. Alors, à vous de voir ce qui vous intéresse, hein. Par exemple, moi, j'adore faire de la plongée sous-marine. Je ne vais pas vous conseiller d'aller faire de la plongée sous-marine si ça ne vous plaît pas. Mais ça peut être une balade, ça peut être un jogging, ça peut être aller voir un ami et boire un café avec. Mais ça, c'est un point très important. Et ce point important, d'ailleurs, on le met même en application en thérapie. C'est quelque chose qui s'appelle l'activation comportementale. Et on retrouve ça dans des pathologies de type dépression ou anxiété pathologique, justement, où la personne, petit à petit, a tendance à s'enfermer, à se couper un petit peu des contacts sociaux, à se couper un petit peu des activités qu'elle aime bien faire. Et ça, du point de vue de l'apprentissage, c'est pas bon du tout non plus, hein, parce que dans l'apprentissage, justement, l'objectif, c'est d'essayer de mettre en place des choses agréables, d'avoir un retour positif par rapport à ça et de continuer à mettre en place des choses agréables. C'est ce que, au niveau psychologique, on appelle du renforcement positif. L'objectif, c'est d'essayer de privilégier ça. Donc, même si il fait pas beau,
même si il pleut, même s'il fait froid, même si vous n'avez pas envie, même si vous avez tendance à vous river sur la télé pour voir un peu les dernières informations, ben, il est important d'avoir des activités régulières, de sortir, de faire des choses qui vous font plaisir. Et le but, c'est même pas de mener à terme cet objectif-là. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui aime aller courir, il va se dire, oh, ben, ce matin, j'ai pas envie, il pleut. Bon, allez, j'ai prévu, je vais courir 10 km. Et au lieu de courir 10 km, il en court que 2. Et s'il rentre chez lui et qu'il se dit, ah, mais c'est nul, j'y suis pas arrivé, j'aurais dû courir mes 10 km, etc., c'est pas l'objectif. Déjà, le fait qu'il se soit mis en action, qu'il soit sorti, qu'il ait couru, c'est déjà une victoire en soi. C'est-à-dire que le but, c'est de se remettre en action. C'est d'essayer de stimuler finalement, si on regarde ce qui se passe au niveau cérébral, mais c'est de stimuler certaines zones cérébrales qui sont voilà, les zones de l'action, les zones du plaisir, les zones de la mémoire, les zones des émotions, parce qu'en stimulant tout ça, vous allez fabriquer certains messagers au niveau cérébral qu'on appelle des neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs vont avoir un effet bénéfique en eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un neurotransmetteur qui est assez connu, qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, en gros, hein, très schématiquement, c'est en fonction du niveau de sérotonine, vous pouvez à peu près avoir un niveau d'humeur et de morale stable. Voilà, si votre sérotonine est effondrée, ça ne va pas. Si la sérotonine est stable, vous êtes bien. C'est très résumé, mais c'est un peu ça. Eh bien, cette sérotonine, vous en avez besoin pour être bien, pour être heureux, pour être détendu. Mais cette sérotonine, vous allez la stimuler, vous allez en fabriquer à partir du moment où vous vous faites plaisir. Donc, vous voyez, on rentre là dans une dynamique de cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous vous faites plaisir, plus vous fabriquez de la sérotonine et plus vous êtes heureux. C'est un peu ça le système. Donc, on le voit finalement, cette notion de bonheur, cette notion d'être heureux au quotidien, c'est pas une notion passive, c'est une notion active. Hein, on va, comme disait la pub, va chercher bonheur. Hein, c'est un peu ça. On va le chercher le bonheur. On met en place quelque chose pour être heureux et être dans quelque chose de stimulant. Donc, premier conseil, évitez les infos en continu. Deuxième conseil, essayez d'être dans une dynamique proactive et de vous activer et d'être dans quelque chose de positif à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a tout un registre de concepts qui sont des concepts qui ont été développés dans une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive? La psychologie positive, c'est un courant de la psychologie qui est assez intéressant parce qu'en fait, ce courant est allé complètement à l'inverse de ce qui se faisait au niveau psychologique. C'est-à-dire que pendant des années, au niveau psychologique, on s'est intéressé à la pathologie. On s'est intéressé à comment traiter le stress, comment traiter les angoisses, comment traiter la dépression, etc. Et si on regarde toutes les publications scientifiques qui ont été faites entre les années 70 jusqu'à peu près les années 2000, eh bien, il y en a quasiment 97% qui traitent de pathologies ou de moyens pour traiter les pathologies. Eh bien, la psychologie positive a amené une autre vision, c'est-à-dire que la psychologie positive s'intéresse aux personnes qui vont bien, aux personnes qui sont stables et qui sont heureuses en quelque sorte. Et on a étudié ces personnes-là, et de là, on a essayé de déterminer quelques préceptes pour essayer justement de vivre mieux le quotidien. Alors, il y a différents types de préceptes. Alors, il y a en gros, pour résumer un petit peu les choses, en psychologie positive, il y a 3 grands axes de dynamique, si vous voulez. Première dynamique, une dynamique individuelle. Alors, cette dynamique individuelle, elle va s'intéresser à la notion de bien-être. Alors, ça peut sembler tout bête, mais là encore, qu'est-ce que c'est le bien-être? Le bien-être, c'est quelque chose de très personnel. Comme on disait, moi, je vais me sentir bien dans certaines situations qui ne vont pas être les mêmes situations que dans lesquelles vous allez vous sentir bien. Donc, c'est quelque chose de complètement spécifique. Donc, la notion de bien-être est très importante. Deuxième notion dans cette dynamique individuelle, c'est la notion de bonheur. On en parlait à l'instant. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est quoi ce concept? Et comment arriver à essayer de définir le bonheur pour soi? Ensuite, toujours dans cette dynamique individuelle psychologie positive, eh bien, il y a le concept d'efficience personnelle, c'est-à-dire arriver eh bien, à s'épanouir
dans quelque chose, dans une activité, dans quelque chose qu'on va mettre en œuvre. On revient au concept de dynamique proactive. Quatrième élément justement de cette dynamique personnelle, l'estime de soi. C'est un point important aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop élevée, hein, parce que le but, c'est pas non plus d'avoir la grosse tête, mais c'est important finalement de s'aimer un peu, quoi. Hein, de s'estimer un minimum et d'arriver à mettre en place des choses qui vont stimuler cette estime de soi. Donc déjà, un peu vu le concept actuel, on peut essayer de réfléchir sur ces éléments qui sont des éléments essentiellement individuels. Ensuite, il y a une autre dynamique en psychologie positive qui est la dynamique interpersonnelle. Alors dans ce cas-là, on va s'intéresser à différents concepts et en particulier un concept qui est intéressant, qui est le concept d'altruisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de se définir en tant qu'altruiste, eh bien on va aussi s'épanouir par soi-même. Hein, quelque part, en né dans l'autre, je vais aussi m'aider moi-même. C'est un peu la dynamique qu'on recherche. Autre dynamique interpersonnelle qui a été pas mal étudiée en psychologie positive, c'est les concepts d'amitié et d'amour. Là aussi, hein, certains disent à quoi sert un monde sans amour, à quoi sert un monde sans amitié, sans entraide, etc. Et puis, toujours dans cette dynamique interpersonnelle, le concept d'empathie. Et vu le contexte actuel, on se dit que ça ferait pas mal de bien à certains d'éprouver un peu d'empathie vis-à-vis des personnes qu'on peut croiser. Donc ça, c'est la deuxième dynamique, une dynamique donc interpersonnelle. Troisième dynamique, après la dynamique individuelle et la dynamique interpersonnelle, eh bien, ça va être la dynamique sociale. Et dans le cadre de la dynamique sociale, la psychologie positive toujours s'est intéressée à la notion de courage. Là, on peut être assez solidaire du peuple ukrainien actuellement. La notion aussi d'engagement, c'est-à-dire le fait de s'engager vis-à-vis de certaines valeurs personnelles. Ce qu'on évoquait, la notion de bonheur est une notion active. Donc, c'est important de vous engager par rapport à vos valeurs, pas nécessairement par rapport à des valeurs universelles, mais par rapport à vos valeurs personnelles. Prenons un exemple. Vous prenez quelqu'un qui a comme valeur la valeur gagner de l'argent. On n'est pas dans le jugement, là, on est vraiment dans la valeur gagner de l'argent. Cette personne pour qui la valeur principale est gagner de l'argent travaille dans une société où, en gros, il travaille très peu, il a beaucoup de temps pour lui, mais il ne gagne pas beaucoup. Donc finalement, il va passer beaucoup de temps avec ses proches, mais il ne sera pas heureux parce qu'il ne va pas gagner assez à ses yeux. Deuxième cas de figure, quelqu'un pour qui la valeur principale est la valeur familiale. Cette personne-là travaille dans une boîte où en gros elle va faire 60 heures par semaine, elle va travailler énormément, elle va faire des heures sub, elle va gagner énormément d'argent, mais elle n'aura pas de temps à passer avec sa famille. Donc finalement, cette personne ne sera pas heureuse. Donc vous voyez qu'il est important d'essayer de déterminer quelles sont nos valeurs personnelles, nos valeurs fondatrices, et d'essayer de mettre en action des choses qui permettent de nous rapprocher de ces valeurs. Et c'est un concept qui est pas mal développé en psychologie positive et en psychothérapie d'ailleurs. Pour ceux qui s'intéressent à ce type de thérapie, c'est ce qu'on appelle la thérapie ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et enfin, toujours dans la dynamique sociale, la dynamique de communication positive. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le but, c'est d'essayer de communiquer d'une manière adaptée, d'une manière positive, pour avoir aussi en retour un échange positif. Et peut-être vous avez entendu parler d'un concept qui s'appelle le concept des neurones miroirs, c'est-à-dire que les neurones miroirs, on va avoir tendance à reproduire un comportement qu'on va voir en miroir. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui s'adresse à vous avec un air renfrogné, avec un ton qui est agressif, en faisant des grands gestes, vous aurez tendance à réagir de la même manière. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui s'adresse à vous sur un ton posé, sur un ton détendu, vous aurez tendance à vous détendre aussi. Donc, voilà un petit peu les éléments sur lesquels je voulais insister, c'est-à-dire vraiment cette notion de psychologie positive au sens large et peut-être cette psychologie positive un peu plus adaptée
au climat actuel, à ce qui se passe actuellement, et qu'on peut essayer de développer, de mettre en place au quotidien. Parce que ce que j'ai développé là, ce sont des exercices assez simples, hein, on peut très bien le mettre en application pour peu qu'on y pense. Merci Jérôme. Alors on a eu pas mal d'interventions. Moi, je retiens tout d'abord de ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On peut faire des choses, on peut agir, on n'est pas obligé de tout subir. Donc il y a une personne qui disait que comment on fait la différence entre l'appréciation subjective des événements ou des informations qu'on nous assène et le côté rationnel ou comment j'ai un regard critique un peu sur ces informations. D'autres personnes qui nous disent dans leurs astuces d'anticiper de façon rationnelle pour pas subir que des influences. Ben, c'est un peu le côté aussi, je doute, je critique au sens cartésien du terme. Après, il y avait des questions aussi sur l'EFT, sur des techniques un peu particulières. Il y a quelqu'un qui nous dit avec poésie que le bonheur est dans le lien ou dans les liens. Voilà. Et le bonheur, c'est peut-être d'avoir quelqu'un à perdre. Bon, si on peut ne pas perdre cette personne tout de suite, c'est pas mal aussi. Mais oui, voilà, je trouve que, en tout cas, moi, je retiens, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est plutôt que de laisser être contaminé par des choses uniquement négatives, on a la capacité quand même à produire un cercle un peu plus vertueux d'action positive, tout autant qu'on se mette en mouvement. Moi, j'avais un de mes professeurs qui disait, dans la vie, il ne faut pas craindre de ralentir, mais il faut craindre de s'arrêter. Et là, finalement, vous êtes en train de nous dire, oui, c'est des fois, et sans se mettre des marches trop hautes, hein, sinon on se met trop de pression sur les 10 kilomètres que vous évoquiez en anecdote, voilà, mais sans se mettre des marches trop hautes, se dire, voilà, j'ai commencé par faire des petites choses, je me mets en mouvement, je sais pas, je prends un café avec mon voisin, je discute avec quelqu'un, etc., etc. Je trouve que moi, ces petits comportements ou ces petites choses du quotidien qu'on arrive à imprégner quelque part dans notre disque dur, hein, qui est le nôtre, c'est important parce que petit à petit, j'ai l'impression qu'on gagne on gagne en capacité de faire face à l'adversité, je mets au sens très large du terme, que ce soit les événements ou les aléas de la vie, quoi. Complètement. Alors, plusieurs choses. Bon, par rapport justement au fait de pouvoir relativiser, de faire la part des choses entre une anxiété qui est perçue et puis une anxiété qui doit être réelle, ben effectivement, mais ça c'est tout le jeu justement psychologique en ces temps un peu difficiles. Alors souvent, ce qui est préconisé justement dans ce contexte, c'est un petit exercice qui est souvent utilisé dans un type de thérapie qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. D'ailleurs, je vous parlais de l'acte tout à l'heure. L'acte, c'est une petite partie de ce groupe des thérapies comportementales et cognitives. Et souvent, ce qui est préconisé, c'est de faire un petit exercice qui s'appelle l'exercice de la fiche de Beck. Alors, c'est quoi la fiche de Beck? La fiche de Beck, c'est une fiche à plusieurs colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter diverses situations qui ont été problématiques pour vous, donc anxiogènes a priori. Deuxième colonne, vous allez noter les émotions que vous avez ressenties dans ces situations-là. Je vais vous donner un exemple après, hein. Troisième colonne, vous allez noter justement ce qu'on appelle les pensées automatiques. C'est-à-dire que les pensées automatiques, ce sont des pensées qui s'imposent à vous et qui ne sont pas réfléchies. Ce sont des pensées qui sont à l'origine de vos émotions. Et dans la dernière colonne, vous allez noter ce qu'on appelle des pensées alternatives, qui sont des pensées qui, elles, sont des pensées réfléchies, avec une prise de distance, une prise de recul. Alors déjà, vous allez voir que si vous remplissez cette petite fiche, ben au début, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre les émotions et les pensées. D'accord? Je suis angoissé, mais je ne sais pas toujours pourquoi je suis angoissé. Donc déjà, ça va permettre de poser un petit peu les choses. Et surtout, ce travail sur les pensées alternatives, ça va permettre petit à petit, on va dire, d'entraîner son esprit à réagir d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en gros, on va amener l'esprit à non plus réagir sur un mode émotionnel pur et dur, mais plus sur un mode cognitif. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, ben, ce petit exercice, c'est un peu la différence entre les chaînes d'actualité en continu et puis le fait de prendre un peu de distance, de recul et de réfléchir à tout ça. Alors, je vous donne un exemple sur cette petite fiche, sur une pathologie, par exemple la phobie du vide.
Si vous voulez frimer dans les cocktails, vous direz que ça s'appelle de l'acrophobie. Eh bien, l'acrophobie, c'est le vertige, hein, c'est la peur du vide. Alors, par exemple, situation, je vais noter, j'ouvre la fenêtre et je me mets sur mon balcon. Je suis au 4e étage. Ça, c'est la situation. Émotion, peur, stress, panique. Pourquoi j'ai cette peur, j'ai ce stress, j'ai cette panique? Parce que, 3e colonne, les pensées automatiques, je me dis, ce qui me vient en tête à ce moment-là, c'est je vais tomber et je vais m'écraser 4 étages plus bas. Eh bien, une fois que j'ai mis ça en place, je vais essayer de réfléchir sur la 4e colonne et je vais essayer d'être dans le raisonnement cette fois-ci. Donc, je vais me dire, pourquoi je m'écraserai 4 étages plus bas? Le balcon est solide, il ne va pas lâcher, il y a une barrière qui me protège, je ne vais pas glisser et passer par-dessus, je ne vais pas sauter, il n'y a pas une tornade qui va me faire basculer, etc., etc. Alors, ça peut sembler tout bête comme ça, cet exercice. Mais en fait, c'est un exercice qui va vous permettre d'obtenir une certaine plasticité cognitive, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous allez entraîner votre esprit à critiquer des pensées qui s'imposent à vous. L'objectif, si on essaye de généraliser ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse faire, c'est-à-dire c'est arriver à critiquer certaines informations qui nous sont données. Regardez ce qui s'est passé. Bon, là, je ne parle pas de la guerre, parce que la guerre, là, en ce moment, c'est vraiment l'actualité et c'est au jour le jour. Mais regardez maintenant, quand on prend un petit peu de recul, toutes les bêtises qui nous ont été dites pendant la crise sanitaire. D'accord, au niveau du virus. D'abord, le virus, c'est rien du tout. Après, il n'y a pas besoin de masque. Après, il faut mettre les masques. Après, finalement, le masque devient obligatoire. Il faut se faire vacciner. Un vaccin suffira. Après, finalement, il a fallu 3 injections. Certains disent, mais non, parce que le vaccin, on colle le téléphone sur le bras et puis tout seul. D'autres disent, on va nous injecter des trucs qui vont nous modifier l'ADN. Enfin, on a entendu tout et son contraire. Et encore là, je dis juste le 10e de ce qu'on a pu entendre. Et vous imaginez bien que moi, en consultation, tout ce que j'ai entendu par ailleurs. Et en plus, ce qui était problématique, c'est que ce n'était pas toujours des propos qui étaient tenus par des personnes qui étaient complètement candides. Moi, j'ai des médecins qui m'ont dit, mais le vaccin, il va complètement modifier l'ADN, etc. Alors qu'en fait, quand on comprend un peu comment ça fonctionne, le vaccin ne touche absolument pas l'ADN. Donc, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que faire le tri dans les informations réelles, les informations perçues, les informations comprises et les informations retranscrites, c'est compliqué. Et là, on touche à quelque chose qui a été très étudié au niveau psychologique, qui s'appelle les biais cognitifs. Et ça, c'est pour utiliser un langage plus psy, mais globalement, sans utiliser un langage psy, on a tous joué quand on était gamin à l'histoire qu'on va raconter à l'oreille de l'un, qui va le raconter à l'oreille de l'autre, à l'oreille de l'autre, à l'oreille de l'autre. Et puis finalement, quand l'histoire vous revient en dernier coup, elle n'a rien à voir avec ce que vous avez raconté, alors que dans toute la chaîne, tout le monde est persuadé d'avoir dit la vérité. Mais c'est normal, parce que ce que je pense n'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, ce n'est pas exactement ce que vous entendez. Ce que vous entendez, ce n'est pas exactement ce que vous comprenez. Ce que vous comprenez, ce n'est pas exactement ce que vous retenez. Et ce que vous allez dire, ça va être encore pas tout à fait ce que vous avez compris, retenu, etc., etc. Donc, vous imaginez bien tous les biais cognitifs qu'on va avoir. Et en plus de ça, par rapport à des informations qui changent régulièrement, à un moment donné, c'est difficile de faire la part des choses. Donc, je pense que l'objectif, c'est d'essayer de rester sur une dynamique cognitive, c'est-à-dire vraiment une dynamique de réflexion, et de ne pas se faire avoir par des dynamiques émotionnelles. Pour celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, regardez un petit peu. Il y a quoi? Il y a 3 mois, vous avez des personnes qui étaient devenues spécialisées en infectiologie et qui maintenant sont spécialisées en politique internationale. D'accord? Donc, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que sur le coup de l'émotion, chacun donne son avis
Et le souci, c'est qu'à force d'avoir tous ces avis, eh ben, c'est difficile de se faire le sien. Trop d'informations tue l'information. Et moi, je rajouterais, trop d'émotions va tuer l'information encore plus. Donc, je pense que voilà, ça, c'est vraiment un point important. Après, par rapport aux questions qui étaient posées, que ce soit par rapport à l'EFT, que ce soit par rapport à l'acte, que ce soit par rapport au TCC, alors tout ça, ce sont des raccourcis de thérapie, de type de thérapie. Mais en fait, moi, je pense qu'il n'y en a pas un qui fonctionne mieux que l'autre. Ce qui est important, c'est de trouver celle qui vous correspond et celle qui vous aide. Mais je le répète, là aussi, avant de parler de thérapie et de prise en charge, il faut se poser la question si l'anxiété qu'on ressent est une anxiété normale ou pathologique. Hein, je répète, le fait d'être angoissé aujourd'hui face à l'avenir, c'est tout à fait normal. À la rigueur, moi, je m'inquiéterais plus d'être face à quelqu'un qui me dit « Oh ben non, moi tout va bien, ça roule ». Je suis absolument pas inquiet de la situation actuelle, internationale ou sanitaire. C'est tout à fait normal d'être anxieux par rapport à ça. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de trouver une stratégie, une technique qui peut vous aider. Alors là, je vous disais la technique des colonnes, donc la fiche de Beck. Il peut y avoir après des techniques plus basiques aussi, hein, des techniques de relaxation, des techniques de respiration. Alors, on pourra en dire quelques mots si vous voulez, mais il y a des techniques de relaxation active, des techniques de relaxation passive. Il peut y avoir des techniques qu'on appelle de cohérence cardiaque. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être proposées. Quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est méditation de pleine conscience. Après, ce qui importe, c'est de trouver la technique et la stratégie, là encore, qui vous convient. Je vous parlais de méditation de pleine conscience. C'est un très bon outil qui a prouvé son efficacité. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi, la méditation, ça me gonfle. Ou alors, je vais méditer 3 minutes et je vais m'endormir. Donc, ça n'aura pas d'intérêt pour elles. Et peut-être que ces personnes vont s'orienter sur autre chose. C'est pas grave. Je pense qu'il faut, là aussi, garder l'esprit assez ouvert et se dire qu'il n'y a pas une méthode qui fonctionne sur tout. D'ailleurs, petit conseil au passage, si quelqu'un vous dit ma méthode à moi, elle fonctionne sur tout, fuyez, hein, parce que c'est pas possible. Mais essayez d'être dans quelque chose où vous avez vos stratégies, vos techniques que vous mettez en application et qui fonctionnent sur vous. Ce que je voudrais rajouter, Jérôme, ce côté que peut-être que vous évoquez, c'est l'indulgence envers soi-même aussi. Parce que vous disiez finalement que ce soit sur l'anxiété, qui est une émotion normale, hein, c'est un peu troublé, mais aussi, moi je vois pas mal de personnes, y compris en action sociale chez Zera Mondiale, qui se disent « Ah mais on m'a dit que, il faut faire, il faut ci, il faut ça, etc. » Enfin, le côté vraiment pas que punitif, mais le côté contraignant, je dois. Et bien sûr, si j'arrive pas, à la fin, bon, l'image que j'ai de moi-même, elle est quand même elle est très dégradée, voire complètement anéantie. Donc, quand même, ce côté indulgence envers soi-même, c'est d'abord, on n'est pas tout le temps au top de sa forme et en capacité de faire, de faire des choses compliquées. Ce que vous évoquez, moi, je trouve très intéressant, c'est la graduation des solutions et la pluralité ou cette palette de solutions. Voilà, c'est nuancé, c'est vraiment une côté médecine ou accompagnement personnalisé. C'est qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, et ce qui vous fait du bien, c'est vous êtes quelque part votre meilleur prescripteur. Et donc ça, je pense qu'on l'avait un peu oublié avec des injonctions un peu, qu'elles soient nutritionnelles ou autres. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. On a eu l'occasion avec vous de parler la dernière fois dans le village bien-être connecté d'un certain nombre de sujets de ce type. Donc ça, c'est important de revenir, je trouve, à cette question d'être indulgent vers soi-même. On n'est pas tout le temps au meilleur de sa forme, et on sait, chacune et chacun sait au bout d'un moment ce qui correspond. Moi aussi, effectivement, que je donne des cours de Tai Chi Chuan à mes élèves, et des fois, ils viennent me voir en disant « mais on m'a dit de venir parce que ça allait être, en gros, vous êtes Jésus sur terre et je vais trouver la solution ». Je dis « mais je ne sais rien ». Je dis « moi, vous allez tester et ça se trouve, ça va tellement vous gonfler que vous allez sortir, aller manger au restaurant avec un ami, aller vous faire une toile ou un musée, et ça va vous faire du bien. Et bien, surtout, faites ça, quoi. Il faut surtout pas, je pense qu'il faut pas prescrire de solutions absolument toutes faites aux gens. Et les thérapies, et en tout cas les accompagnements en premier niveau avant les thérapies qui sont proposées dans ces méthodes aujourd'hui, je trouve qu'elles sont suffisamment riches en diversité pour que chacune et chacun puisse trouver un peu son propre chemin, quoi. Mais ça veut dire, finalement, c'est Socrate, connais-toi toi-même. Et à partir de là, si on se connaît soi-même, on voit bien et on ressent bien ce qui va nous correspondre, ce qui va nous faire du bien. Mais voilà, un peu d'indulgence envers soi-même, et ça permet de pas se mettre trop de pression en pensant qu'on doit tous arriver à la même solution. C'est un peu comme moi j'avais présenté cette médecine des 4P, quoi, une médecine prédictive, préventive,
personnalisée et participative. Et la dernière fois, quand je faisais une conférence avec le professeur Liedo de l'Institut Pasteur, il avait ajouté un 5e P qui est précise. Précise au sens où la science, elle donne des informations aujourd'hui précises et fondamentalement éprouvées. Et à partir de là, on peut proposer des choses aux personnes en accompagnement. Complètement. Et je pense que voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de trouver la bonne stratégie. Vous savez, moi, régulièrement, en consultation, j'ai des personnes qui me disent, « Ouh là là, mais docteur, vous n'allez pas aimer, vous allez me crier dessus. » Je dis, « Mais pourquoi ?» Ils me disent, « Mais parce que voilà, j'ai essayé ça, j'ai essayé une méthode, je sais rien moi, homéopathique, une méthode spécifique, etc. » Je dis, « Mais la première question que je pose à la personne, je dis, mais est-ce que ça a fonctionné ?» Si la personne me dit oui, je dis, bah, très bien. Là où ça va plus me gêner, mais là c'est plus, j'en mets un peu la blouse médicale, c'est si certaines méthodes un peu alternatives sont proposées à la place de médecine qui ont prouvé leur efficacité. Par exemple, quelqu'un qui a une pathologie cancéreuse et on lui dit bah, arrêtez la chimiothérapie et puis je vais vous donner de la poudre que j'ai fabriquée avec des plantes, je ne sais pas quoi, là ça va me gêner. Maintenant, à côté de ça, moi quand j'ai des patients qui me disent bah, plutôt que de prendre l'hypnotique que m'a prescrit mon médecin, je prends un peu d'Ignacia le soir, eh ben, très bien, allez-y. Et je préfère 1000 fois que vous preniez de l'Ignacia, de la passiflore ou des trucs comme ça, plutôt que vous preniez du Stinox ou de l'Imovan. Hein. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Je pense que exactement comme le dit Eric, le but, c'est de se connaître, de savoir ce qu'il en est, de trouver les méthodes qui vous conviennent. Alors après, avec l'aide d'un thérapeute, si certaines méthodes nécessitent un apprentissage, nécessitent d'être accompagnées, mais ensuite, au contraire, hein, l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer d'avancer et d'être au mieux. Donc, ça veut dire se connaître aussi. Je regarde un peu dans le chat s'il y avait des interventions en particulier. Non, il y a eu beaucoup d'interventions sur l'EFT, donc ça, vous l'avez évoqué. Une personne qui dit effectivement on est tous différents, et c'est vrai que c'est important. Moi, c'est vrai qu'en action sociale, la GDR mondiale, on nous propose beaucoup de techniques particulières, que ce soit de la musicothérapie, que ce soit… Et c'est vrai que souvent, chacun, moi, ce qui est un peu gênant, chacun vient en disant ce que je vous propose, ben, finalement, c'est la solution ultime, quoi. Et moi, je sais, avec à la fois une casquette professionnelle et une expérience maintenant depuis une dizaine d'années personnelle, qu'il n'y a pas de technique absolue, il n'y a pas de technique ultime, il n'y a pas de technique qui marche sur tout le monde. Sinon, tout le monde ferait la même chose et on serait tous identiques. Et on a tous des chemins de vie très différents, des histoires différentes qui nous ont imprégnés. Et à partir de là, on va être sensible, y compris dans la musique. Hein. On va être sensible à certaines musiques et pas à d'autres. Donc, c'est vrai que cette connaissance, mais accompagnée avec bienveillance, avec des gens, que ce soit son entourage amical, son entourage professionnel ou son entourage thérapeutique, hein, si on est dans une pathologie particulière, c'est important de tomber aussi, entre guillemets, le mot n'est pas terrible, sur les bonnes personnes. Et ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'aimais bien ce côté contagiosité de la peur au sens péjoratif du terme, mais aussi la contagiosité vertueuse d'être un peu souriant, agréable et de pouvoir propager un peu des choses un peu sympathiques envers les autres. Et c'est vrai qu'on voit bien, d'ailleurs ça s'entend même au téléphone, on le dit, quand on est plutôt souriant et détendu, on voit presque la personne au bout du fil sourire, même si on n'est pas en WhatsApp et qu'on ne voit pas l'image, tout simplement. Donc on voit bien qu'il y a quand même des interactions qui sont un peu plus subtiles que juste les pensées intellectuelles. Et puis des internautes nous disent merci Apivisio. C'est vrai qu'Apivisio, avec nous, mais avec d'autres aussi, ont déployé maintenant depuis plusieurs années beaucoup d'ateliers, de pratiques et de mise en connaissance et de mise en lumière d'un certain nombre d'activités. Et ça, c'est très intéressant. Et une personne nous dit, docteur, pensez-vous que l'évitement des émotions est génératrice d'angoisse ou d'anxiété ? Alors, on va aborder ça juste pour rebondir un peu sur ce que vous avez évoqué. Bien sûr, je pense que le but, personne n'a la bonne parole. Et justement, j'en profite pour évoquer un petit peu les choses, même de ce qui se passe en psy, parce que moi, quand je suis arrivé en psychiatrie, en psychologie, je pensais que les psys au sens large étaient des personnes qui étaient très ouvertes d'esprit, très dans l'empathie, etc. Et
en avançant un peu, moi, je me suis spécialisé dans un type de thérapie, donc on en parlait un petit peu, qui s'appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans les TCC, je me suis aperçu qu'il y avait une véritable guerre fratricide entre les thérapeutes TCC et les psychanalystes. Et quand je dis guerre, regardez un petit peu ce qui a été écrit, je vous assure, vous prenez peur. Et pourtant, à chaque fois que j'essayais d'avancer dans ce type de thérapie, je me suis aperçu que ce sont des thérapies qui peuvent être tout à fait complémentaires. Et aujourd'hui, dans ma pratique, je travaille en collaboration avec des psychanalystes où, en gros, s'ils ont une problématique spécifique de phobie, ils ont une problématique spécifique de troubles anxieux, ils vont m'adresser les patients pour un nombre spécifique de séances et on va traiter ça. Et à l'inverse, si moi j'ai des personnes qui viennent me voir en disant j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'avancer sur mon parcours, etc., je vais les adresser plutôt en psychanalyse. Et il y a tout à fait possibilité de travailler en collaboration, main dans la main, et même associer une TCC à une psychanalyse, c'est tout à fait possible, plutôt que de se tirer dans les pattes. Donc, je pense que effectivement, ça, c'est un point très important. En tout cas, dans ma pratique, j'essaye d'être dans cette optique-là, c'est-à-dire de partir du principe que personne ne détient la bonne parole dans tous les cas. Alors, pour revenir un petit peu à tout ce qui concerne la dynamique d'évitement dans ce cadre-là. Alors oui, l'évitement des émotions. Alors c'est pas tant l'évitement des émotions en fait, qui peut être générateur d'angoisse ou d'anxiété. C'est la dynamique d'évitement des situations anxiogènes. Je m'explique. On a commencé justement l'entretien là en disant que il y avait une dynamique qui était une dynamique d'apprentissage. Et on est toujours dans une dynamique d'apprentissage. Eh bien, tout ce qui va concerner les troubles anxieux, cet apprentissage est très important. C'est-à-dire qu'en gros, prenons l'exemple de quelqu'un qui va avoir la phobie de la voiture. Alors là encore, si vous voulez frimer dans les cocktails, vous pourrez parler d'amaxophobie. L'amaxophobie, c'est la phobie spécifique de la conduite, la phobie de la voiture. Donc, quelqu'un qui va avoir peur de conduire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va s'approcher d'une voiture, il va commencer à angoisser, à pas être bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter de prendre la voiture. Et donc, le fait d'éviter de prendre la voiture, il va se rendre compte que son angoisse, ça pèse. Donc, ce qu'il va retenir, ce qu'il va apprendre, c'est le seul moyen de pouvoir être bien, c'est d'éviter de prendre la voiture. Sauf que le problème de l'anxiété, on le disait, c'est quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se partage, mais c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser aussi. C'est-à-dire que la personne qui va avoir la phobie spécifique de la voiture, peut-être qu'au bout de quelque temps, elle va avoir aussi une phobie spécifique du train, peut-être aussi une phobie spécifique du tram, du métro. Et finalement, c'est quelqu'un qui va se retrouver avec un périmètre de liberté de plus en plus restreint, à force d'éviter les différents moyens de transport. Et là, le psychiatre va peut-être gratter un peu et voir s'il ne s'agit pas d'un autre type de phobie qu'on appelle l'agoraphobie dans ce cadre-là, qui est la phobie de faire un malaise dans un endroit d'où la personne ne peut pas s'extraire tout de suite, ou la phobie de faire un malaise dans un endroit où elle ne peut pas être secourue tout de suite. Donc ça inclut le tram, la voiture, l'avion, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que le principe même des TCC, des thérapies comportementales et cognitives, c'est justement d'apprendre à la personne à éviter d'éviter. C'est-à-dire qu'on va au départ lui permettre de s'apaiser, on disait tout à l'heure, avec des techniques spécifiques de relaxation, de cohérence cardiaque, de méditation, etc. Et une fois que la personne a des stratégies pour essayer d'apaiser son anxiété, eh bien, on va l'amener à s'affronter de manière progressive à ces situations. Et en s'affrontant de manière progressive à ces situations, la personne va apprendre, je répète, on est toujours dans l'apprentissage, que en s'affrontant à ces situations, il n'y a rien qui se passe. Elle arrive à gérer ces situations, elle arrive à dépasser certaines limites. Et à partir de là, le processus positif est enclenché. Et c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Je m'affronte à une situation, j'ai un retour positif par rapport à ça, et bien j'aurai tendance à continuer à m'affronter à cette situation-là. À ce stade, peut-être, Alexandre, ce serait intéressant, je pense, de passer le petit sondage qu'on avait prévu. Et après, Jérôme, j'avais une question.
On a eu, nous, plusieurs fois des questions par rapport à la légalisation, alors non pas de tout le cannabis, mais du CBD qu'on voit apparaître et tout. Je voulais avoir l'avis du médecin et du médecin psychiatre, où certains l'utilisent pour se détendre, pour se relaxer, et sans phénomène d'accoutumance en particulier. Ce serait bien d'avoir un avis scientifique et médical sur le sujet. Alors, c'est un peu le souci, c'est-à-dire que concrètement, hein, le problème du cannabis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les addictologues. Concrètement, c'est une guerre qui est déjà perdue. C'est-à-dire que le cannabis, légal ou pas légal, on peut s'en procurer n'importe où, n'importe quand. C'est pas tant le problème. Par contre, moi, je vais plus me positionner du point de vue médical, c'est-à-dire que le cannabis, comme l'alcool d'ailleurs, c'est un faux ami. C'est-à-dire que si on utilise ça de manière thérapeutique pour essayer d'apaiser de l'angoisse, par exemple, eh ben en fait, on se leurre parce que le problème du THC, comme du CBD, c'est que ce sont des molécules qui, au niveau cérébral, ont tendance à effondrer un messager qui s'appelle un neurotransmetteur, qui s'appelle la sérotonine. Et on en parlait tout à l'heure, cette sérotonine, elle est très impliquée dans tout ce qui va concerner l'anxiété, la dépression et la dynamique un petit peu d'élan vital. Et le problème, c'est que consommer ce type de toxique va faire que automatiquement, il va y avoir un effondrement à un moment donné. C'est-à-dire que vous prenez toutes les substances légales et illégales, tout ce qui existe, eh bien, vous en avez 3 qui sont des substances qu'on appelle dépressogènes, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'induire une dépression rien qu'en les consommant, si on les consomme de manière désadaptée. C'est le cannabis, l'alcool et les benzodiazépines. Les benzodiazépines, ce sont des médicaments anxiolytiques dans lesquels vous retrouvez le Xanax, le Lexomil, le Temesta, le Valium, le Tranxène, le Seresta, etc., etc. Moi, j'avais en tête, en fait, qu'il y avait une différence entre le THC et le CBD. D'ailleurs, l'une est autorisée, l'autre non. Alors oui, il y a une différence dans le sens où le CBD, en théorie, n'induit pas de dépendance particulière et surtout n'induit pas de risque de délire. Parce que le problème avec le THC, on a ce type de problématique. Mais là encore, quelqu'un qui va consommer du CBD de manière très ponctuelle, par exemple pour soulager une douleur ou quoi que ce soit, c'est pas la même chose que la personne qui va consommer du CBD toute la journée. C'est un peu comme la problématique alcool. Je veux dire, l'alcool, consommer de l'alcool avec des amis une fois par mois, c'est pas bien problématique. Maintenant, vous buvez tous les jours une bouteille entière de whisky, ça va vous poser souci. Donc, la problématique de ces produits-là, c'est que, voilà, je trouve qu'on est un peu dans l'extrême en disant soit, ah oui, c'est très dangereux et on diabolise le truc, soit être dans la dynamique de dire, ah ben oui, on peut consommer ça, c'est un produit qui n'est pas dangereux, il n'y a pas de problème, quasiment. C'est récréatif. Je vais juste vous citer un chiffre. À Nice, il y a un hôpital psychiatrique qui s'appelle l'hôpital Sainte-Marie. Et dans cet hôpital, il y a un service d'accueil pour des adolescents qui décompensent des pathologies psychotiques, c'est-à-dire des pathologies délirantes. Eh bien, 100% des ados qui sont hospitalisés dans cette unité sont de gros fumeurs de cannabis. Donc, ça ne veut pas dire que le cannabis induit le trouble, mais par contre, quelqu'un qui n'est pas bien et qui va consommer du cannabis à forte dose, il a de fortes chances pour décompenser soit un trouble délirant, soit un trouble anxieux, soit un trouble de l'humeur. Merci docteur pour ces précisions sur cette partie-là. Nous avons les résultats qui arrivent. Merci pour ceux qui ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à ce petit sondage. À combien évaluez-vous votre niveau d'anxiété? On va tout de suite l'afficher. Ce sera plus simple et plus lisible pour tous. Nous sommes à un niveau moyen d'anxiété à 29%, ensuite un petit peu à 23%. Nous avons quand même 17% de personnes qui sont aussi beaucoup anxieuses et 4% extrêmement anxieuses. Voilà Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que autant l'anxiété, c'est quelque chose de très contagieux, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui a tendance à s'auto-entretenir. C'est-à-dire que si on commence à se dire « Ouh là là, je suis anxieux,
et pourquoi je suis anxieux. Est-ce que c'est normal que je sois anxieux? Est-ce que si, est-ce que ça? Ben finalement, on va développer son anxiété. Vous savez, c'est une théorie, ça aussi, qui a été beaucoup développée au niveau psychologique, qui s'appelle la théorie de l'ours blanc. Est-ce que vous savez, Eric, ce que c'est la théorie de l'ours blanc? Ah non, pas du tout. Alors regardez, on va faire une expérience. On va faire une expérience en direct. Je vais vous demander là maintenant, tout de suite, d'être très attentif et surtout de ne pas penser à un ours blanc. Plus vous allez dire je n'y pense pas, je ne pense pas à l'ours blanc, et plus il est devant vous. Ah, je le connaissais sous la forme du citron, moi. Ah bon, alors je ne connaissais pas le citron, moi c'était l'ours blanc. Et en fait, on a tout de suite le goût du citron dans la bouche et on salive et on a la… C'est un peu ça. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans ce contexte-là, voilà, si on commence à parler d'anxiété, à être dans ce cadre-là, ben, automatiquement, on développe un petit peu ça. Et vous voyez, par exemple, là, le sondage qu'on vient de faire, c'est très intéressant parce que ça dénote un certain seuil d'anxiété. Mais rien que le fait de poser la question à quelqu'un, de dire « Mais est-ce que tu es anxieux ?» si ou à combien tu évalues ton niveau d'anxiété. Si la personne n'était pas anxieuse, ben elle va y penser. Et automatiquement, ça va monter un petit peu. Hein, ça se rapproche presque, je dis presque, un peu de ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une tension qui est normale, vous avez un médecin qui vous prend la tension et tout de suite, poum, la tension, elle monte. Ben, l'anxiété, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ben, on vous dit, mais dis-moi, tu ne serais pas un peu anxieux quand même? Ben, automatiquement, poum, ça monte. C'est normal. C'est pour ça que, alors là, on n'est plus dans la psy, mais on est dans les techniques de communication. L'impact des mots est très important. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si vous dites à quelqu'un « surtout ne panique pas », ce que la personne va entendre, c'est panique. D'accord? Donc, voilà, c'est des choses qui sont importantes. Si on dit à quelqu'un « mais au fait, ça va, t'es pas anxieux », parce que la personne va retenir, c'est anxieux. On aurait posé la question de dire est-ce que vous vous sentez détendu? Alors là, on ne peut plus le faire parce qu'on a déjà posé la question de l'anxiété. Je vous assure qu'il y aurait eu plus de personnes détendues que là, si on faisait la moyenne inverse. Vous voyez, le terme est très important. Donc là aussi, d'un point de vue personnel et individuel, attention aussi à pas trop se dire mais est-ce que je suis anxieux, comment est mon anxiété, etc. Essayez de développer plutôt la partie est-ce que je suis bien détendu, est-ce que je me relaxe bien, etc., etc. C'est simplement des termes, mais le cerveau, c'est ce qui récupère. Donc, je retiens plutôt utiliser le versant, je ne sais pas si on peut dire positif, en tout cas le versant autre que la partie qu'on pourrait considérer comme péjorative, quoi. Complètement. D'ailleurs, sachez-le, la grande blague qui se fait chez les jeunes internes qui doivent présenter des travaux dans des congrès où il y a des milliers de personnes, c'est juste avant qu'ils montent sur la scène pour présenter leur truc, les autres lui disent « alors surtout ne stresse pas ». Il suffit de dire ça pour que la personne, poum, commence à stresser. C'est obligatoire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il y a eu pas mal dans le chat de dialogue entre les happy notes sur les psys, mais je pense qu'il est des psys comme de toute catégorie sociale ou professionnelle. Il y a à boire et à manger, peut-être plus. Voilà, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Et c'est vrai que la rencontre, le feeling, ce que je trouve que c'est très important dans ce qu'on a vu, y compris dans les actions qu'on mène chez AG2R, vraiment la question du feeling, quand on a fait les premiers villages bien-être avec les personnes et qu'on le faisait par exemple avec les petits frères des pauvres pour que les personnes qui étaient vraiment très isolées commencent à sortir. Et ce qu'elle nous disait tout après, c'était la rencontre. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis senti bien, du coup j'ai eu envie de reprendre des activités, etc. Donc la rencontre, se faire confiance, cette notion de feeling, de se sentir bien avec le comportement, les actions ou les gens qu'on rencontre. Mais je pense qu'après, peut-être Jérôme pourrait nous en dire un mot, mais la rencontre avec un thérapeute ou un accompagnant, c'est aussi la même chose. Hein. Il faut avoir un bon feeling peut-être, non? Bien sûr. Et c'est ce qu'on disait, alors pour reprendre des termes plus psychanalytiques, c'est ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. C'est-à-dire que, bon, nous en TCC, on appelle ça la qualité de la relation thérapeutique. Et c'est un point très important. Alors après,
en tant que praticien, en tant que professionnel, l'objectif, c'est d'essayer de développer aussi ça. Hein. C'est-à-dire que quelque part, on n'est pas là non plus pour discuter avec un patient qui vient nous voir, comme avec un pote quand on va boire un verre ensemble. Mais l'objectif, c'est d'essayer effectivement d'amener la personne à être en confiance. Et de toute façon, alors ça, c'est quelque chose d'assez spécifique dans les TCC, dans les thérapies comportementales et cognitives, c'est cette notion de travail d'équipe. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une rencontre, mais on va travailler ensemble pour résoudre le problème de la personne. Voilà, c'est des techniques de résolution de problèmes et on avance ensemble pour essayer d'aider au mieux. Alors, deux approches intéressantes, je trouve, dans le chat. Une personne qui dit quelle différence entre stress et anxiété, et une deuxième, et ça nous intéresse, nous y compris au niveau social et sociétal, comment se réserver des plages de temps, des plages de répit, je vais traduire un peu, agréables quand on est aidant familial. Et on sait bien que dans ces situations-là, parfois la vie est très compliquée, et y compris on se met presque entre parenthèses pour soutenir la personne accompagnée, quoi. Voilà, ces deux sujets. C'est sûr. Alors, déjà, la différence entre stress et anxiété. Alors, l'anxiété, comme on disait, c'est une émotion, quelque chose qu'on va ressentir. Le stress, la définition du stress, c'est un mécanisme d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à quelque chose. Vous sortez, il fait froid, votre physiologie va réagir avec un stress. C'est-à-dire que le stress, c'est pas uniquement, on les confond souvent, c'est pas uniquement de l'angoisse, le stress. Le stress, il y a des bons stress, il y a des mauvais stress. Mais le stress, voilà, entendez ça vraiment comme un mécanisme d'adaptation. On s'adapte à une nouvelle situation. Vous déménagez, même si vous passez d'un studio à une magnifique villa vue mer, vous allez stresser. Il va falloir vous adapter à ça. Vous avez chaud, vous allez stresser. Vous avez froid, vous allez stresser. Il y a des stress physiques, des stress psychologiques. Donc, vous voyez un peu la différence. Par rapport aux plages de temps, comment se réserver des plages de temps agréables quand on est aidant familial de son mari, moi j'aurais tendance à poser une autre question par rapport à ça. C'est pas comment se réserver des plages de temps, c'est quand se réserver des plages de temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se réserver des plages de temps. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une sorte de planning, et sur le planning, eh bien, on se pose des plages de temps qu'on ne touche plus. C'est-à-dire qu'en gros, on a prévu le mardi après-midi 1 heure, le mercredi matin 1 heure, le jeudi après-midi 1 heure. Ces plages-là, on ne touche pas. On est dans quelque chose où, alors, sauf cas exceptionnel, mais c'est très important de se réserver ces plages de temps. Parce que sinon, on ne tient pas sur la limite. Ce n'est pas possible. Physiologiquement, on parlait de stress, justement, le stress devient intenable. On est dans un stress chronique, continue. On ne peut pas être dans une dynamique où on s'occupe continuellement des autres. Il y a un moment où il faut s'occuper un minimum de soi. Alors après, on revient à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire c'est cette dynamique proactive qui vise à déterminer des choses qui vous font plaisir. Ça ne veut pas dire, voilà, tiens, je m'octroie 1 heure pour aller à la salle de sport. Mais en fait, quand j'y réfléchis, j'ai horreur d'aller à la salle de sport, donc ça n'a aucun intérêt. Donc le but, c'est ça, mais il est absolument nécessaire. Alors pour le coup, pour répondre exactement à la question, je pense qu'il n'y a pas à se poser de questions. C'est-à-dire, c'est pas comment se réserver des plages de temps, c'est il faut se réserver des plages de temps. C'est nécessaire. Et j'en profite, il y a une personne qui dit qu'elle déménage dans 15 jours, qu'elle est méga stressée, comme elle nous dit, Pascal. Du coup, il y a une échelle des événements avec une échelle de stress, si on pouvait peut-être la redonner. Tout à fait, il y a une échelle de stress qui s'appelle l'échelle de Holmes et Rae. On pourra la diffuser, hein. Je pourrais vous la faire passer si vous le souhaitez. Alors, c'est une échelle qui est utilisée dans le cadre de la recherche, hein. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour soi comme ça, mais ça permet de déterminer un petit peu le degré d'intensité de stress auquel on peut être soumis. Et effectivement, le déménagement est un stress énorme. Alors, par exemple, hein, dans cette échelle, vous avez différents types de stress. Vous avez le stress professionnel, le stress personnel, le stress familial. Et par exemple, dans le stress familial et relationnel, les items, c'est-à-dire les éléments qui cotent le plus, qui sont le plus impactants, eh bien, en numéro 1, ça va être la perte du conjoint. En numéro 2, ça va être la naissance d'un enfant. En numéro 3 de mémoire, je crois que ça va être la séparation. Et en numéro 4, ça va être le mariage. Donc, vous voyez que
Rien que sur ces 4 items, vous avez des éléments qui sont plutôt positifs et d'autres qui sont plutôt négatifs. Donc, c'est pour ça que la notion de stress n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Et là, le fait que Pascal nous dise « je déménage dans 15 jours, je suis méga stressé », et oui, c'est normal, Pascal, vous fonctionnez très bien. Donc, tout va bien, Pascal. Voilà. C'est normal, c'est normal. Je ne sais pas, Alexandre, s'il y a d'autres choses. Je pense qu'on arrive peut-être au terme de cette Oui, conférence. effectivement, on a eu la chance de pouvoir prendre plein de conseils du docteur Palazzolo. Merci beaucoup, Eric, d'avoir pu mener les débats. Et puis, merci aussi aux apinautes qui ont été interactifs avec nous aujourd'hui. C'est très important. Ça nous fait plaisir aussi de pouvoir montrer que le digital, c'est aussi de la communication aussi. Et de l'humain. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse peut-être conclure, Eric, si vous le souhaitiez, avant de lancer le petit sondage de satisfaction habituel. D'abord, merci à vous, Alexandre, à la technologie et à l'accompagnement d'Apivisio maintenant depuis pas mal d'années. Merci au docteur Palazzolo de tous ces précieux conseils. Moi, je trouve que le bon côté des choses, y compris de la crise du Covid, ça a été effectivement de déployer, développer de façon rapide, mais plutôt efficace, un certain nombre d'outils de partage de connaissances, de partage de savoir et d'astuces, notamment à travers le digital. Et comme vient de le dire Alexandre, nous, on a été très, très intéressés et on va continuer, malgré le retour en présentiel, à déployer des choses en distance, parce que ça permet d'avoir, j'ai vu qu'il y avait des personnes de Guadeloupe, du Vercors, enfin des personnes de partout dans ce type de conférence, ce qui n'est pas possible lorsqu'on fait des conférences en présentiel. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément la capacité, l'envie ou le loisir, ou parfois même les financements nécessaires pour aller à tel ou tel endroit pour une conférence ou un atelier de pratique. Donc je crois que voilà, c'est pas ni bon ni mauvais, comme chaque outil, ça dépend de ce qu'on en fait. Et là, le digital, pour le coup, ça permet véritablement d'élargir le cercle des personnes qui sont susceptibles de bénéficier de ces apports et de connaissances. Et puis pour nous, d'avoir des personnes avec des profils beaucoup plus divers et de tenir compte de ce qui est fait, de ce qui est dit dans ces activités, et pour ensuite ajuster un peu nos actions dans le cadre de l'activité sociale d'AG2R. Donc, merci. Et c'est vrai que les apinotes ont été très, très actifs et très interactifs. Et ils se donnent, comme à chaque fois, je vois des petits conseils entre eux. Et c'est bien aussi qu'ils développent, je trouve, Alexandre, entre eux, mais ça fait des mois qu'ils le font, développent des relations interpersonnelles entre apinotes pour continuer à prolonger, pourquoi pas, des relations humaines de qualité. Voilà. En tout cas, moi, j'étais très intéressé par tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà, merci. Effectivement, c'est toujours une bonne surprise de pouvoir voir que nos apinautes communiquent entre eux et de plus en plus. Et on aura bientôt des bons exemples avec des réunions en présentiel qui commencent à se faire aussi. Voilà. Donc pour ceux qui avaient vraiment envie. Voilà. Donc merci à tous et merci surtout au docteur Palazzolo et à vous, Eric, d'avoir pu nous accompagner durant cette heure. Et je vous laisse couper votre caméra, votre micro et à très vite pour d'autres aventures sur Apivisio.